Je voudrais profiter lâchement du fait que j'ai le micro pour poser une question à M. Graal et faire appel à son statut de, comment dire, de vigie sur la frontière belge. Il se trouve que j'observe parmi d'autres que beaucoup de Français qui ont des difficultés à trouver un établissement de maintien, enfin de prise en charge, d'hébergement, c'est ça, de personnes âgées à domicile, passent la frontière belge. Je suppose que c'est un phénomène qui ne vous aura pas échappé. Quelle est la raison de ça? Alors, généralement, elle est économique, mais elle se passe sans heurts aucun. Alors, peut-être simplement parce que l'administration ne s'en mêle pas. Oui, c'est une bonne question. Oui, effectivement, il y a un sujet qui a d'ailleurs fait l'objet d'un accord franco-belge et d'une convention cadre franco-belge spécifique qui stipule un certain nombre de choses que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment des inspections communes sur certains établissements qui posent un certain nombre de problèmes juridiques, bien évidemment, parce que nous sommes dans des droits un peu différents et donc des standards de qualité obligatoires qui sont... Enfin, je ne rentre pas dans les détails, tout ceci est en train de se mettre en place. Effectivement, mais là encore, erreur, c'est... cette fois-ci, erreur. Le fait qu'il y ait un certain nombre de résidents français qui aillent en Belgique, notamment dans le cadre surtout des personnes âgées, mais surtout des personnes en situation de handicap, on se retourne toujours vers moi, mais il y a beaucoup ça ne concerne pas que le Nord-Pas-de-Calais, ça concerne d'autres régions, mais bien évidemment, on se tourne toujours vers le frontalier pour lui dire « qu'est-ce que vous faites ?» Nous, on est pourvoyeur, je crois, d'un peu moins de la moitié des résidents français dans ce cadre-là, dans les établissements belges. D'autres régions sont aussi très pourvoyeuses. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent parce que, je pense que la question est multifactorielle de rester à l'idée qu'il n'y a pas assez de place, c'est sûrement quelque chose qui concourt. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a des prises en charge parfois très difficiles. Et parfois, certains établissements belges acceptent plus facilement que certains établissements français un certain nombre de gens en situation de handicap très, très lourde, ce qui fait que ça devient aussi très facile. Je pense que la question est multifactorielle et n'est pas aussi simplement une question quantitative. Elle y participe sûrement, mais il n'y a pas que ça, certainement. Bien, qui veut le micro? Benoît. Peut-être pour... vous mouiller un tout petit peu plus avant le déjeuner, les uns et les autres, c'est porter peut-être une appréciation qualitative sur Depuis 15 ans, il y a une espèce de... Jean-Yves l'a dit très bien tout à l'heure, un magma qui s'est complexifié. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait dire que le parcours de soins est dans une meilleure santé, si on peut utiliser cette expression, qu'il y a 15 ans? C'est-à-dire, vous avez tous dit plus ou moins que c'était quand même, et certains avec force, que c'était quand même le médecin traitant, le médecin généraliste qui était au cœur de la tour de contrôle, en fait, du parcours de soins. Est-ce que... les dispositifs qui ont été mis en place, les uns et les autres, en région, à niveau national, etc., est-ce que finalement ça a contribué à améliorer ce parcours de soins? On pense tout à l'heure ce qui a été montré aussi sur le diabète, ou au contraire, la complexité aujourd'hui est presque en soi, et la multiplicité des initiatives est un obstacle à cette bonne coordination. Je vous amène... Oui, alors, je vais essayer de répondre. Réponse compliquée, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a 15 ans, on se préoccupait autant qu'aujourd'hui de la question, et donc qu'on mesurait de la même façon, ou s'intéressait de la même façon à l'efficacité du système de soins. J'aurais tendance à reprendre un des éléments de ce qu'a indiqué Jean-Yves, c'est-à-dire qu'en 15 ans, l'ampleur du sujet a considérablement augmenté, et donc il n'est pas certain qu'on ait évolué aussi vite que les besoins de coordination et la nature de la prise en charge des patients le nécessitaient. Ça, c'est le premier élément. Je constate quand même, alors très clairement, au moins dans la région où j'exerce, la multitude des réponses qui ont été apportées et qui se perfectionnent au fil des années. J'en prendrai notamment un exemple qui me semble intéressant parce que c'est extrêmement
c'est du concret et c'est apprécié, c'est la capacité de l'hôpital à sortir de ses murs, en particulier par des équipes mobiles de gériatrie ou par des équipes mobiles de soins palliatifs. Ce type de dispositifs qui, il y a 15 ans, je pense, était à peu près inexistants, sont maintenant développés partout sur le territoire. On les renforce en moyens parce qu'il y a une vraie demande des professionnels de premiers recours de ce type de dispositif. Ça me semble typiquement le genre de dispositif qui a certainement amélioré. Il y a, à mon avis, un domaine dans lequel on n'a pas encore, qui est le domaine pourtant le plus évident et dans lequel on n'a pas suffisamment, on devrait investir à fond, c'est le domaine des systèmes d'information, où je pense qu'entre aujourd'hui et il y a 15 ans, voilà, l'évolution n'est pas massive. Et donc, c'est quand même... Alors, elle n'est pas massive, mais ça commence à décoller. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est vraiment maintenant avec les technologies et la capacité à organiser le système autour de ces systèmes d'information partagés, mais assez nettement, c'est la priorité des priorités si on veut avoir un vrai impact de qualité dans l'organisation du système. Bien, docteur Dominique Jolin-Flamme, Languedoc-Roussillon, ça tombe à point, puisque finalement, sur le parcours de soins, il est évident qu'on doit à la fois travailler, tout le monde en parle, mais qu'on n'a pas les outils. Alors, vous le redites très bien, les outils n'ont pas évolué malgré les sommes colossales investies. Derrière ce parcours de soins, on ne peut l'envisager que si les sources d'économie, donc si on a accès à des bases de données, et que si ces bases de données sont partagées, et que je suis dans l'obligation de constater que malgré notre volonté d'avoir cette base de données, nous, en tout cas au niveau de la médecine libérale, la bagarre, elle ne va jamais dans notre sens. Alors, je vais prendre un système qui nous tient à cœur actuellement, c'est la modernisation des systèmes d'information SAMU, Centre 15, on ne parle pas donc que des SAMU, et qu'à l'heure actuelle où nous, médecins libéraux, à travers nos URPS et à travers tout le travail qu'on fait sur la PDSA, on demande à participer et à la gouvernance et à avoir nos propres données, je pense qu'on a encore du chemin. Mais, M. Habert, vous m'avez donné la solution, et vous aussi, Mme De Santo. Finalement, c'est l'Europe. On n'a pas réussi à faire de l'interopérabilité. C'est l'Europe qui va le demander. Il faut avoir la foi. Merci. C'était pas une question, c'était plus une remarque, je crois. Mais M. Habert, il en est content. Le micro est à Jean-Paul Ortiz. Oui, merci. Je vous écoute depuis un moment et je pense qu'effectivement, on est dans un débat qui est fondamental pour l'avenir de notre système de santé, si on veut ensemble relever ce défi des pathologies chroniques, du vieillissement de la population et de la richesse de notre système de santé en France. Alors moi, j'ai quand même une préoccupation, eu égard de la situation actuelle, de notre système de français qui a la chance d'avoir une médecine libérale extrêmement riche, avec un maillage territorial que beaucoup de pays européens nous envieraient, à la fois par les médecins généralistes et les médecins spécialistes de proximité, qui dans beaucoup de pays européens n'existent pas. Et je crois que tous ensemble, il faut absolument qu'on s'arc-boute pour préserver ce maillage et sa richesse. Et un système hospitalier qui est un système de santé hospitalier mixte, avec là aussi une offre de soins publics et privés. Or, aujourd'hui, on voit bien que pour relever ce défi du vieillissement de la population, de la dépendance et des pathologies chroniques, il va nous falloir faire encore mieux ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire de la coopération, de la coordination sur le terrain. Parce qu'on est un peu comme M. Jourdain quand même, on parle de parcours de soins. Du parcours de soins, on en fait tous les jours, en particulier en médecine libérale. Donc il faut quand même arrêter de partir sur quelque chose qu'on va inventer. Il suffit uniquement d'avoir de bons systèmes d'information et de communication, on le disait à l'instant, et de mettre beaucoup plus de fluidité dans l'ensemble du dispositif. Néanmoins, j'ai une inquiétude majeure aujourd'hui. C'est la future loi de santé, où on sent bien la volonté, au lieu d'enrichir, au lieu de préserver, au lieu d'accompagner cette richesse que je décrivais à l'instant, la volonté de le réglementer, de l'organiser via effectivement les ARS. Et ça, c'est un danger majeur pour la médecine libérale, parce qu'effectivement, ces initiatives, cette richesse territoriale qu'on connaît bien,
au niveau de l'ensemble des URPS, qu'est-ce qu'elle va devenir demain? Donc ma question, elle est claire. Elle est, aujourd'hui, devant cette tendance que nous, on appelait étatisation de l'ensemble du dispositif, est-ce que les ARS auront la volonté sur le terrain de respecter ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce qu'elles iront y compris jusqu'à un accompagnement et une contractualisation avec les professionnels de santé libéraux? Est-ce qu'elles en auront le courage? Est-ce qu'elles pourront le faire? Parce qu'en général, l'État régalien prend la main et donne peu de latitude à vos éventuelles initiatives sur le terrain. Ou est-ce que nous resterons et est-ce que nous allons aller de plus en plus vers un système qui sera réglementé depuis l'avenue de Ségur, avec les conséquences extrêmement délétères que l'on peut craindre sur l'ensemble du dispositif? Merci. Qui veut répondre? Oh, au moins un des deux ARS, M. Habert, allez. Et puis après, non, je vous propose de partager le job, là. M. Graal l'aura aussi. Répondre en ne répondant pas, bien sûr, je ne vais pas répondre sur le projet de loi santé, vous comprenez bien. Simplement, enfin, sur le... Voilà. Donc, je déconnecte, si je puis dire, la réponse de la question. Enfin, j'allais dire, cette réunion, un peu la réponse que vous attendez, c'est-à-dire la capacité et, à mon sens, l'action dans les régions sont la preuve concrète de la capacité, de votre capacité, la nôtre, du côté des agences, à trouver des points d'accord communs sur le terrain pour, effectivement, on n'est pas sur des positions de principe, mais on travaille territoire par territoire sur l'organisation du parcours de soins ou l'amélioration. Vous le dites, effectivement, le parcours de soins, il existe, il est fait quotidiennement, mais l'amélioration de l'organisation sur le territoire. Et plusieurs des dispositions du projet de loi santé vont complètement dans ce sens. D'ailleurs, elles maintiennent les ARS. Quand on parle de services territorial de santé au public, c'est simplement l'organisation pratique au bénéfice du patient des soins sur un territoire donné. Quand on parle de services publics d'information en santé, c'est pour rebondir sur la demande exprimée au cours de la première table ronde d'information du patient sur les dispositifs de permanence qui sont effectivement pas toujours connus, c'est donner de l'information aux patients. Donc tous ces éléments du projet de loi, comme l'action concrète des agences, vont dans le sens d'une application régionale extrêmement forte et puis d'un dialogue, je crois, enfin une capacité de construction de politique de santé au niveau régional avec les unions. De la matin. Madame de la Matin, j'ai une question à vous poser, moi. Je vois bien le rôle réglementaire auquel vous êtes attelé depuis 40 ans, disiez-vous. C'est vrai que c'est un de ces paradoxes amusants, c'est que quand on a voulu faire l'Europe, on a dit on va commencer par le plus compliqué, l'Europe de la santé, à faire migrer des médecins, ce qui n'était pas simple, je veux dire, c'était des bacs plus 9 déjà. Moi, il y a quelque chose que j'attendrais, mais en tant qu'observateur, mais l'observateur engagé là-dedans, c'est de nous servir aussi de phare pour nous dire en Europe ce qui se fait de plus intelligent, notamment en matière de parcours de soins. J'évoquais les Belges tout à l'heure, je sais que les Allemands ont d'autres initiatives qui sont plus ou moins pertinentes, mais on aurait beaucoup de bénéfices à savoir ce qui se passe à l'étranger, d'intelligent, de pertinent, d'efficace ou d'efficient, j'en sais rien, mais pour nous inspirer nous-mêmes. Est-ce que ce n'est pas aussi un des rôles de votre direction ? Oui, c'est un des rôles, c'est une des choses qu'on fait en fait. Pas seulement pour les réunions qu'on organise toujours pour savoir comment... Parlez bien dans le micro. Pardon ? Parlez bien dans le micro. Pour les choses qu'on organise des réunions pour savoir les avancements dans des différents pays, les choses qui marchent et qui ne marchent pas. Maintenant, on a créé un groupe d'experts auquel on soumet des questions spécifiques que certains pays nous ont soumis à nous-mêmes sur qu'est-ce que ça marche dans les soins de santé mentale ou qu'est-ce que ça marche en soins de santé primaire. On travaille dans ce domaine depuis un an, je veux dire, avec ce groupe d'experts. Je crois qu'on a déjà publié 3 des rapports. Et maintenant, mais ça, c'est à la demande des États membres. Quelqu'un doit demander de travailler sur ces domaines-là ou répondre à la question. Je voulais aussi, sur ce qui a été dit sur le système d'information, bien sûr, si on ne sait pas ce qu'on fait, on ne peut pas savoir si on le fait bien ou non, ou pas.
Mais le problème avec les données de santé, c'est que les données mortalité, morbidité, les grandes données sont faciles à recueillir. On a une grande base de données sur ça, mais les données sur la qualité des soins, tout le monde refuse de donner. Je crois qu'il y a des pays plus ouverts que d'autres. Il y a des pays qui publient toujours dans les websites du ministère comment les différents hôpitaux font. Il y a des pays qui sont plus obscurs. Mais aussi, la législation sur les données de santé, c'est très restreinte. Et les États membres, en général, sentent qu'envoyer plus de données, ça c'est plus de travail, ça c'est plus d'argent, alors qu'il faut restreindre les nombres de données qu'on va partager à niveau européen. C'est pour ça qu'on travaille surtout avec des projets, pas avec la législation, mais avec des projets de soins de santé. Et une chose sur les parcours en général des patients, c'est que pour les patients normaux, je veux dire pas trop graves, si on peut dire comme ça, les gens préfèrent rester chez soi. C'est à domicile, je veux dire dans sa ville, dans son langue maternelle, peut continuer à faire la vie normale. Alors ça c'est la vie réelle. Mais il y a des patients qui parce qu'ils ont des maladies plus rares ou plus difficiles, parce qu'ils ont des maladies plus graves, parce qu'ils consultent l'interneur, parce qu'ils voient comment parfois il y a des traitements différenciés dans d'autres États membres. On a eu maintenant ce cas avec l'enfant en Angleterre qui a été enlevé pour aller en République tchèque. Il y a des patients qui cherchent une chose différente. Aussi, maintenant, pour les études universitaires, par exemple, nos enfants vont ici et là. Ce n'est pas comme moi, je fais la médecine à côté de chez moi, où mes parents habitaient. Ma fille, maintenant, va aller à Londres pour étudier. Ils sont de différents choix. Pourquoi pas dans la santé? Oui, dans l'éducation, pas dans la santé. On peut acheter une voiture où on veut en Europe, mais on ne peut pas aller se faire soigner. Ça, on doit avoir les choix. Peut-être que pas tout le monde va l'utiliser, mais quand même qu'on ait les choix d'aller dans un autre pays et de comparer si les soins de santé sont meilleurs ou non. Dans les 3 premiers mois de la directive des soins de santé transfrontalière, on a eu seulement 60 patients qui ont profité de ça. Ça, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que non, tous les patients vont commencer à voyager, seulement dans certains cas, mais qu'ils aient la possibilité de faire ça. Mais aussi, cette directive, comme j'avais essayé de présenter, c'est intéressant pour les professionnels parce qu'ils peuvent comparer l'évaluation des technologies, ça a été nommé, les e-health, les expériences en commun. Maintenant, on travaille pour la médecine intégrée dans les patients chroniques, différentes expériences qui ont marché dans un État membre, pour les personnes âgées, les European Innovation Partnership. Alors, cette possibilité de coopération, les programmes les plus exciteux de toute l'Union européenne, c'est l'Erasmus. Pourquoi on pourrait faire un Erasmus pour des professionnels de la santé, de passer des périodes dans un autre pays pour voir comment ça marche et pour apprendre, pas en théorie, mais en pratique, sans décider comme ça. Merci à tous. Bien sûr aux participants de la table ronde, mais aussi à l'auditoire. On va conclure. Une seconde. Le grand écart des espaces de santé entre l'Europe et le territoire de santé, je pense qu'il se résume aussi à enrichissons-nous des expériences des uns et des autres et appliquons-les, ces expériences, sur nos territoires propres au bénéfice des patients. C'est une évidence, mais aussi dans la coopération des professionnels.